Le président américain n'a pas fermé la porte à une rencontre avec son homologue iranien. Donald Trump a évoqué cette éventualité hier à la fin du sommet des pays du G7 à Biarritz en France. Téhéran a réagi aujourd'hui. Le président Hassan Rouhani demande à Washington de faire le premier pas en levant toutes les sanctions imposées à l'Iran sur son programme nucléaire. Davantage avec Abdourahmane Zia. L'accord de principe de Donald Trump de discuter avec le leader iranien est survenu au lendemain d'une rencontre entre Emmanuel Macron, qui tient à sauver l'accord, et le chef de la diplomatie iranienne en marge du sommet du G7. Mais le président Trump continue d'insister que le texte ne profite qu'à l'Iran. On leur permet de conduire des tests de missiles balistiques et on ne nous autorise pas à inspecter leurs sites. Il est évident que certains de ces sites sont le lieu de fabrication d'armes nucléaires. Il faut que ça change. Il y a aussi d'autres choses à changer. Le président Trump fait allusion au soutien de l'Iran à des groupes comme le Hezbollah au Liban et les récentes attaques de navires dans le détroit d'Ormuz. Il estime que l'Iran a le dos au mur. Leur inflation a explosé. Leur économie est en faillite. Les sanctions leur font beaucoup de mal. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas ça. On ne peut pas leur permettre d'avoir l'arme nucléaire. On ne peut pas le permettre. Donc il y a une forte chance qu'on se rencontre. Hassan Rouhani, lui, saisit la balle au rebond. Même s'il n'y a pas 90% de chances de réussite, mais 20 ou 10%, nous devons y aller. Nous ne devons pas rater l'opportunité. Le Premier ministre britannique et la chancelière allemande saluent cette avancée. Le président français, lui, espère que cette rencontre pourra se tenir d'ici quelques semaines. Toujours à propos du sommet de Biarritz, les dirigeants du G7 vont débloquer immédiatement une aide d'urgence d'au moins 20 millions de dollars pour soutenir les pays touchés par les incendies qui ravagent l'Amazonie. Hier soir, Brasilia a sèchement rejeté cette aide. Mais ce mardi, le président brésilien Jair Bolsonaro indique qu'il est prêt à en discuter si son homologue français Emmanuel Macron retire ses insultes, dit-il. Emmanuel Macron, qui par ailleurs s'est alarmé hier des feux de forêt en Afrique subsaharienne pour lesquels il envisage des mesures d'aide similaires à celles décidées pour l'Amazonie. Pour nous décortiquer cette question des forêts d'Afrique qui brûlent, j'accueille Marc Ona Essangui, secrétaire général de l'ONG Brain Forest, prix Goldman pour l'environnement, l'équivalent du prix Nobel pour l'écologie. Il nous rejoint de Libreville, au Gabon. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, où exactement les forêts brûlent-elles en Afrique ? Je pense qu'on ne peut pas comparer ce qu'on entend par incendie de forêt en Afrique, au sud du Sahara, et le phénomène en Amazonie ou bien en Indonésie ou en Malaisie. Le problème des incendies de forêt en Afrique est un problème social, c'est-à-dire vous avez des pratiques agricoles. Oui, on va parler de cela, mais vous savez où exactement où il y a des incendies ? Je pense que on peut voir au niveau de la République démocratique du Congo, oui, avec tout ce qui se fait dans ce pays. Nous avons aussi quelques cas au Libéria, pas en Afrique centrale, parce que avec la forêt équatoriale, il est très difficile. D'accord. Alors, d'après des observateurs, les forêts d'Afrique brûleraient encore plus vite que l'Amazonie. En fait, vous disiez le contraire tout à l'heure. Et dans l'indifférence générale, contrairement aux incendies au Brésil, est-ce exact, justement? S'agit-il d'incendies de même nature? Leurs causes sont-elles différentes? Ce ne sont pas les incendies de même nature. Je prends le cas, par exemple, de ma mère qui pratique l'agriculture sur brûlis et bien d'autres femmes en Afrique. Disons, les superficies ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas des incendies liés à des cultures, des monocultures avec des superficies énormes. C'est tout simplement des pratiques agricoles qui sont traditionnelles, mais avec des petites superficies. Mais ces petites superficies brûlées ne peuvent pas constituer, à mon avis, quand on essaye, par exemple, de comparer avec ce qui se passe en Indonésie, ou bien ce qu'on voit
en Amazonie. D'accord. Alors, vous l'avez entendu également tout à l'heure, les pays du G7 veulent débloquer 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau, lutter contre les incendies de forêt en Amérique du Sud. Emmanuel Macron dit examiner une initiative identique. Qu'en pensez-vous? Est-il temps quand même de sauver les forêts africaines? Je pense que pour sauver les forêts africaines, on ne peut pas sauver les forêts africaines tout simplement parce que ces forêts sont en train de brûler. La meilleure façon de sauver les forêts africaines, c'est d'éviter que les multinationales viennent en Afrique occuper des superficies énormes pour les palmiers à huile et les VA. C'est la meilleure façon de sauver les forêts africaines. Mais nous savons très bien que tous ces projets agricoles de monoculture, de palmiers à huile et des VA sont soutenus par l'Occident, c'est-à-dire les multinationales occidentales qui s'accaparent d'énormes superficies pour ces cultures. Tout de même, c'est bien également qu'un chef d'État comme Emmanuel Macron en parle. Il y a quand même une certaine inquiétude. Marc Ona Essangui, vous êtes écologiste, secrétaire général de l'ONG Brain Forest et vous étiez en direct de la capitale gabonaise. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Ailleurs dans l'actualité en Côte d'Ivoire, le grand marché de Bouaké a été en grande partie détruit aujourd'hui par un incendie qui s'est déclaré en pleine nuit. On ne déplore pas de victimes. Le feu, dont l'origine est inconnue, s'est rapidement propagé dans le marché qui avait déjà brûlé il y a 21 ans. Un bâtiment moderne était à l'étude avant le nouvel incendie. Les forces de l'ordre, les militaires et sapeurs-pompiers étaient sur les lieux à la fois pour lutter contre l'incendie et pour sécuriser. De Bouaké, Aïcha Diarra nous a envoyé ce micro-trottoir. Ça a commencé à partir de 2 heures. Mais mon grand frère m'appelle à 3 heures. Quand on est venu, les sapeurs-pompiers étaient déjà sur le lieu. Donc, moi-même, mon oncle, son magasin est dedans, a pris feu. Alhamdoulilah, on a pu sortir quelques marchandises, mais tout n'est pas sorti. Ça se voit déjà que beaucoup de gens ont perdu leurs marchandises. Puis on ne sait même pas c'est quoi qui a la cause. Et puis le coin qui a pris le feu même là. Genre, il n'y a pas de branchement bizarre ni rien. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas tolérer. Il y a un premier marché qui a été brûlé. Depuis moi, je ne suis pas encore né. Ils n'ont pas mis ça en place. Et il y a un deuxième marché encore qui vient de se brûler ce matin. Vraiment, on a mal au cœur. On n'a pas d'argent, nous souffrons beaucoup. À chaque fois, le feu détruit nos marchandises. Trop, c'est trop. Nous sommes endettés. De grâce qu'ils reconstruisent le marché afin que nous puissions gagner de quoi manger. Aidez-nous. Le mari ne travaille pas. C'est les femmes qui font le commerce pour soutenir la famille. On vous le disait hier, la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement, ultime étape de la première transition pacifique du pouvoir entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila. Les proches de l'ex-président, qui sont majoritaires au Parlement, se taillent la part du lion avec, par exemple, la justice, les finances et la défense. Les partisans de l'actuel empochent les affaires étrangères et l'intérieur. De nouvelles réactions ce soir. L'opposant Martin Fayoulou, qui revendique la victoire à la présidentielle, dénonce ce qu'il appelle l'omniprésence de Joseph Kabila dans ce premier gouvernement de coalition. Je vous propose maintenant d'écouter Célestin Tunda Kassende, qui va diriger le ministère de la Justice. Propos recueillis à Kinshasa par Anastasie Tudièche. C'est une structure non permanente. C'est une structure liée aux circonstances. Tandis que le regroupement, notre regroupement, d'abord le PPRD, notre parti, et ensuite les FCC, ça, ce sont des structures permanentes, politiquement, qui ont comme président national pour le PPRD et autorité morale pour le FCC, Joseph Kabila Kabange. Donc, nous devons nécessairement être rattachés, nous devons nécessairement exprimer notre reconnaissance à celui qui est notre autorité morale et celui qui, au départ, a désigné tous les membres du gouvernement que vous avez vu là-bas. Le président de la République, il est notre président constitutionnellement parlant et nous lui devons tout le respect dû à ses rangs en tant que président de la République. Donc il n'y a pas de confusion possible.
Gros plan maintenant sur le nouveau code pénal adopté par le Parlement du Burkina Faso en juin dernier. Le code qui condamne à de peines allant jusqu'à 10 ans de prison la diffusion d'informations sur les opérations militaires fait toujours débat dans le pays, surtout après la dernière attaque meurtrière et d'envergure menée par des djihadistes contre l'armée burkinabé. Les médias n'ont donc pas pu relayer immédiatement l'information. Des journalistes et des ONG sont à nouveau montés au créneau et parlent d'entrave à la liberté d'expression. De Ouagadougou, le point avec notre correspondant Lamine Traoré. Aujourd'hui au Burkina Faso, il est interdit de diffuser des informations en lien avec le terrorisme, ni sur les réseaux sociaux, ni même dans les médias traditionnels. Ici à la radio Ouaga FM, les journalistes n'ont pas pu relayer l'attaque du détachement militaire de Koutougou dans le Sahel qui a entraîné la mort de 24 soldats la semaine dernière. Lors de la récente attaque terroriste du 19 août à Koutougou, on a eu l'information, mais on a gardé l'information par divers soins au risque de se retrouver justement se mettre en porte-à-faux de cette loi. Donc en réalité, la loi induit une certaine lenteur dans le traitement de l'information jusqu'à ce qu'on ait un communiqué officiel qui vient soit de l'état-major général des armées ou du gouvernement. Ici aussi à Burkina Info, l'une des principales chaînes d'information en continu, les responsables n'ont pas traité l'information de l'attaque terroriste de Koutougou. Une grande déception pour ces journalistes. C'est suffisamment grave pour la liberté de la presse. Nous pensons que c'est un recul pour le Burkina Faso. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Les journalistes ne constituent pas un problème. Des organismes de défense des droits de l'homme estiment que le nouveau code pénal en sa forme actuelle est une entrave à la liberté de presse et d'expression. Malheureusement, ce que nous avons constaté, c'est qu'avec la promulgation de cette loi, cela a conduit à une forme d'autocensure de la part des acteurs, notamment des professionnels des médias, ainsi que des défenseurs des droits humains. Le gouvernement estime qu'il y a un laisser-aller dans la diffusion de certaines informations liées au terrorisme, surtout sur les réseaux sociaux. Avec ce nouveau code pénal, le gouvernement compte régler ce problème. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. L'île flottante, ce n'est pas la recette d'un dessert, mais le nom d'un hôtel-restaurant original monté par le Français Éric Becker dans la lagune d'Abidjan. L'îlot repose sur 700 000 bouteilles de plastique et d'autres déchets récupérés dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et comme il fallait s'y attendre, le petit coin de paradis attire de nombreux curieux, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous propose Salwa Jaafari. Un plongeon dans une piscine au beau milieu de la lagune ébriée, un cocktail loin du tapage d'Abidjan, un karaoké peut-être ou une nuit paisible bercée par les marées. Rien qu'un hôtel tropical ne puisse offrir. Mais cette mini-station est bien plus que cela. Elle flotte sur des bouteilles en plastique. C'est une île artificielle qui est construite avec les déchets de la lagune, principalement des bouteilles en plastique. On peut estimer à 700 000 le nombre de bidons qui constituent l'île artificielle. Éric Becker est un ancien entrepreneur dans le secteur de l'informatique. Il a d'abord eu l'idée de construire un catamaran. Mais le paysage du lagon d'Abidjan l'a inspiré à voir les choses en grand. Depuis, il a tout fait pour que son idée ne soit pas un flop. Son île artificielle mesure 1000 mètres carrés, comprend plusieurs bungalows, un bar-restaurant, une cuisine, 2 piscines, un petit pont, quelques arbustes et une promenade. Non seulement ça apporte un petit plus sur le plan touristique à la ville d'Abidjan, qui après, à côté des grands hôtels comme Sofitel, Hôtel Ivoire, il fallait trouver un truc aussi original comme l'île flottante. Et aujourd'hui, elle est devenue l'attraction touristique de la ville d'Abidjan. La preuve. Le concept semble plaire aux habitants d'Abidjan et aux curieux qui sont fascinés par les qualités écologiques de l'île flottante. Je trouve que c'est très original, c'est un lieu très atypique que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Enfin, j'ai pas vu d'équivalent autre part. Je pense que c'est une très belle idée de donner une seconde vie au plastique comme ça et d'en faire une sorte de petite prouesse technique. J'aime beaucoup cet endroit et je pense qu'il mérite d'être connu. Une escapade sur l'île coûte 15 000 francs CFA par jour et par personne, repas et ferry compris, 60 000 francs CFA par nuit. Becker affirme que son île de 200 tonnes pourrait être un prototype pour toutes sortes de projets idéaux pour les lagons.
Petit île artificielle, bien pour l'écologie. Au chapitre de l'éducation, le nombre d'étudiants étrangers aux États-Unis a d'ores et déjà franchi la barre du million. Mais une étude réalisée par le Council of Graduate Schools, une organisation à but non lucratif dans le domaine de l'enseignement supérieur, note un recul du nombre d'inscrits aux universités américaines depuis ces 2 dernières années. Le déclin est attribué avant tout à la cherté des études en Amérique, mais des experts font état également de l'inquiétude concernant l'obtention de visas en même temps que la crainte d'un climat moins accueillant aux États-Unis. Le reportage de Saha Majid est relaté par Lionel Gaïma. Les coûts sont très élevés pour étudier dans les universités américaines. Ce n'est un secret pour personne. Comparé à d'autres pays, le coût de l'enseignement supérieur aux États-Unis est beaucoup plus élevé. Les frais de scolarité ne sont pas le seul facteur dissuasif. Une étude de l'Institut international pour l'éducation met aussi en évidence la perception de la criminalité aux États-Unis et la rhétorique sur l'immigration. En fait, c'est devenu ma principale préoccupation. Je suis d'origine indonésienne, asiatique et musulmane. Mon apparence est différente. Les gens voient que je viens d'un autre pays. C'est une situation difficile pour moi, même si au début je pensais que ce n'était pas un problème, croyant que l'Amérique était ouverte. D'autres pays comme le Canada sont conçus comme plus accueillants et cherchent à attirer des étudiants de Chine, de l'Inde, des Philippines, du Vietnam et du Pakistan en leur accordant des visas qui sont traités en 3 semaines. D'après nos statistiques, nous avons constaté que ces pays sont les plus intéressés à envoyer des étudiants au Canada. Et ceux qui ont étudié au Canada trouvent que leur immigration a porté des fruits. Après mon diplôme de premier cycle, j'ai obtenu un permis de travail de 3 ans, également appelé permis de travail du 3e cycle, et j'ai postulé pour un emploi. J'ai été recruté dans un cabinet comptable. J'ai travaillé pendant 1 an à plein temps, ce qui m'a permis de faire une demande de carte de résident permanent. La Nouvelle-Zélande aussi, avec 130 000 étudiants étrangers, renforce sa stratégie de recrutement. Malgré cette concurrence, certains experts estiment que les États-Unis peuvent redevenir le premier choix pour les étudiants étrangers. L'un des aspects fantastiques du paysage mondial de l'enseignement supérieur est que tout pays peut devenir une destination de choix. Les États-Unis, par exemple, pourraient redevenir une destination de choix et dominer pendant un certain temps. Elle ajoute que des mesures comme le renforcement de la convivialité par le biais de cours d'anglais, le développement de réseaux et les organisations estudiantines aident aussi à attirer plus d'étudiants étrangers. Il est peut-être difficile pour des personnes aveugles ou malvoyantes de s'adonner à des activités comme le cyclisme. Mais à New York, des bénévoles tentent d'apporter leur aide en se mettant en tandem avec les malvoyants pour leur offrir une bonne balade dans les rues de la grande ville américaine. Reportage Anna Nelson, récit Blanche Sanou. 2, 1, up! Artie Elephant a toujours aimé faire du vélo. En prenant de l'âge, il a perdu la vue, mais pas son amour pour les vélos. Il a donc trouvé un moyen de prendre la route en chevauchant avec des amis voyants. Il est décédé en 2013, mais ses amis ont transformé son idée en une organisation à but non lucratif en commençant par 20 vélos tandem. Quand je lui dis de toucher la pédale, je préfère être en selle. Aujourd'hui, les volontaires de l'organisation Intandem transportent des passagers aveugles, malvoyants et handicapés dans les artères de New York. Mais avant cela, chaque volontaire est invité à fermer les yeux pendant une fraction de seconde alors qu'il fait du vélo pour ressentir à quoi cela ressemble. Les volontaires sont issus de milieux divers. Il y a des avocats, des médecins et des informaticiens qui consacrent leur temps à rouler avec ceux qui n'ont plus la possibilité d'avoir cette sensation du vélo. J'étais nerveuse les 2 premières fois où j'ai fait du vélo en tandem. Parce que vous êtes entre les mains de quelqu'un d'autre, totalement dépendant de lui pour diriger le vélo et tout coordonner avec vous. Ils n'ont rien en commun, à l'exception des 30 minutes qu'ils passeront à faire du vélo en tandem. Mais Ben fera de son mieux pour laisser Suzanne ressentir la sensation qu'elle a oubliée depuis longtemps. Absolument, c'est joyeux. Je souris sans raison pendant que je fais du vélo. Depuis sa création en 2013, Intandem Cycling a rassemblé plus de 600 bénévoles et 400 passagers malvoyants. Sur une des côtes béninoises, un héros sauveur des tortues. Seule arme,
Sa volonté manifeste de les protéger contre vents et marées. Un exercice pas toujours facile. Xavier Fagbohon nous rend compte de l'engagement d'Isaac pour préserver les tortues. Sur cette grève du quartier Jacques à Cotonou, le père des tortues, c'est cet homme, analphabète, la trentaine, avec un panier et sa tenue de plongée. Il s'en va pêcher du fortifiant pour ses petits. C'est de la nourriture pour tortues et je vais en pêcher très souvent dans la mer. Ensuite, je nourris la tortue verte avec cela. J'en ai deux, l'autrement du poisson que j'achète. Des algues et du poisson. C'est avec ces substances qu'Isaac alimente ses tortues. Des olivâtres qui viennent pondre, sans formation préalable. Il les protège, prend soin des œufs jusqu'à l'éclosion, les élève durant 3 à 6 mois, puis les relâche. Ce sont des tortues marines qui viennent pondre sur cette plage. Lorsqu'elles pondent, moi je les récupère, puis je les installe dans une sorte d'abri avec des pneus jusqu'à leur éclosion, 1 ou 2 mois après. Ensuite, elles grandissent dans un tonneau avec de l'eau que j'ai créé, et quelques mois après, je les remets à la mer. Celle-là a déjà 1 an. Cette tâche à laquelle il est dévoué, Isaac s'y attelle depuis maintenant 20 ans. En usant de son cadre de vie et sans grands moyens, il a construit cet abri qui lui sert de refuge pour ses protégés. Sur ces 2 dernières années, un suivi des pontes de tortues chez Isaac indique la naissance d'un peu plus de 2500 bébés tortues sur à peu près 3000 pontes. Les tortues marines, les protéger, je pense que c'est une très bonne idée. Surtout déjà, comme il expliquait, que déjà avec la nature, même quand les tortues naissent, il y en a beaucoup qui sont perdus parce qu'elles ont de la difficulté. Soit c'est les oiseaux qui viennent les prendre, soit c'est des gens qui les tuent et tout. Ce qu'il fait comme travail, c'est vraiment accompagner la nature en quelque sorte. Parce que les tortues, on sait que c'est des animaux aussi qui sont en voie d'extinction. Donc c'est vraiment, je pense que c'est une très belle initiative qui est vraiment à supporter par tous. En protégeant ces reptiles, Isaac a une fois été victime de coups et blessures. Cependant, sa résilience a fait de lui un formateur et expert en protection des tortues marines. Aujourd'hui, il veut transmettre son savoir sur la vie des tortues et sur la protection des espèces en danger. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Merci. À demain.